Nous abordons aujourd'hui la dernière séance sur les décolonisations africaines et plus particulièrement l'Afrique du Sud entre 1948 et 1994, ce qu'on pourrait qualifier d'ultime décolonisation. Cette décolonisation est particulièrement intéressante puisqu'on passe d'un affrontement global entre sociétés coloniales, colons et colonisés, à un compromis historique. Ce retournement historique fait d'ailleurs l'objet d'analyses, de débats historiographiques importants. Certains y voient une exception sud-africaine, d'autres y voient une forme de transition politique assez originale, qu'on a qualifiée de pactologie, de pacte. Et enfin, d'autres, ou tout le monde, voit dans ces changements assez singuliers le poids des acteurs historiques. Pour revenir sur cette décolonisation qui est effectivement singulière, on peut s'attacher à quelques images entre 1961 et 1994, des images d'une véritable guerre civile urbaine qui n'a pas de nom, qui n'est pas de reconnu, mais dans laquelle se multiplient les massacres collectifs. Alors, on pense essentiellement à ceux de Charleville, puis à ceux de Soweto, mais il y en a eu bien d'autres, mais également des opérations de lutte armée avec des attentats terroristes dans les principales capitales ou principales capitales provinciales. Cette guerre civile sans nom fait de nombreuses victimes en ce qui concerne la population, mais aussi vise principalement les leaders du mouvement anticolonialiste, que ce soit un mouvement de libération ou des partis politiques ou des syndicalistes africains. Et donc, c'est un très long cortège d'assassinats de Steve Biko en 2017 à Chris Hani. Chris Hani, c'est l'adjoint de Mandela, donc, qui était perçu comme un agent communiste, mais qui est tué quasiment dans la période de la transition politique. Mais il y a également d'autres victimes. On pense à Dulcie September, qui était la représentante de l'ANC à Paris, qui a été tuée. Ces assassinats se prolongent d'internement, bien sûr, on parlera de Mandela, mais aussi d'exil forcé, donc toute une série d'événements qui témoignent de la gravité, de la montée en tension de cette guerre civile sans nom. Une guerre civile sans nom qui se vit dans le quotidien au travers de ce qui est la violence symbolique de l'apartheid, c'est-à-dire cette séparation des races. Cette séparation des races qui effectivement confronte la population blanche et la population noire, mais aussi met en évidence des populations qui sont elles aussi exclues, c'est-à-dire les populations métisses et les populations indiennes ou asiatiques. Donc là, on a une image assez classique de l'Afrique du Sud entre 1948 et 90, 94, avec cette séparation des races dans l'espace public, dans le monde du sport également, qui par définition est un lieu de sociabilité, mais aussi au travers de l'exclusion des métis, ce qu'on appelle les colorons, les colorés, qui est en réalité, comme nous le verrons, une part importante de la population sud-africaine. Donc une guerre particulièrement violente, sanglante, même si on ne parle pas de front de guerre d'une façon classique, même si on ne parle pas de guérilla paysanne d'une façon classique, un petit peu comme ce que nous avons vu dans d'autres décolonisations. Et pourtant, cette situation bloquée va trouver une solution qu'on pourrait qualifier de véritable retournement, puisque la décolonisation, qui est un petit peu portée par le vent de l'histoire, qui est un phénomène général qui touche toutes les sociétés coloniales au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
cette décolonisation va en quelques années, plus précisément 4 ans, se dévoiler, se dégager et se fortifier. On a donc là quelques images et également étapes de cette décolonisation apparemment réussie et imprévue. Donc c'est d'abord la libération de Mandela, qui apparaît comme le véritable leader du mouvement anticolonial. C'est aussi l'action décisive de l'évêque anglican Desmond Tutu, qui est représenté là d'une façon assez messianique, puisque c'est une photo prise devant le logo de la FAO, qui lui donne cette vision un petit peu messianique, mais qui, Desmond Tutu, a joué un rôle essentiel dans cette négociation, ou dans cette marche à la négociation, puisqu'en fin de compte, tout ceci s'est réalisé en 4 ans, mais avait été préparé. C'est aussi la rencontre entre 2 hommes, Frédéric de Klerk, qui est le président sud-africain, et Nelson Mandela, 2 hommes qui sont, dans les années 80, qu'on identifie comme des durs, puisque Nelson Mandela a refusé toute compromission et a défendu l'optique de la lutte armée en termes de pression politique, et de Klerk était un dur du régime. Donc on est dans un rapprochement qui est tout à fait original entre non pas 2 ailes dures, mais des leaders qui étaient des leaders perçus tout de même comme des partisans d'un affrontement. Et tout ceci se clôture sur des élections démocratiques, où toutes les voix comptent, des élections démocratiques qui se passent en 1994 d'une façon très pacifiée. Et donc vous avez là une image de ces foules, de ces queues d'électeurs qui attendent de voter, des élections qui vont aboutir à un gouvernement de coalition nationale et l'élection de Mandela en tant que premier président de la République sud-africaine indépendante, en fait décolonisée. Ce retournement prend d'ailleurs des dimensions symboliques très fortes, plusieurs, mais on peut s'arrêter sur quelques-unes. On parlera d'abord de la victoire de l'Afrique du Sud en 1995. Alors ça, c'est un élément très important qui, certes, flatte l'esprit sportif des Sud-Africains, et plus précisément des Sud-Africains blancs et afrikaners, puisque le rugby est un sport qui est plutôt un sport de blanc en Afrique du Sud, cette période. Et la victoire de l'équipe nationale se fait donc en Afrique du Sud, alors, ce qui est déjà un grand signe, une grande évolution, puisque l'Afrique du Sud avait subi l'embargo sportif pendant 20 ans, et c'est aussi la victoire de l'équipe nationale. Et la commémoration de cette victoire prend une dimension symbolique dans la mesure où Nelson Mandela participe à cette fête historique, et quitte en arborant les couleurs, on pourrait dire, de l'équipe nationale sud-africaine, mais couleurs qui sont perçues comme étant des couleurs, on pourrait dire, non pas de l'apartheid, mais en fait des afrikaners, des boers, en fait des blancs. Alors, ceci est très bien étudié par Jean-Pierre Baudis dans l'ouvrage sur le rugby sud-africain. Ce retournement qui prend des dimensions symboliques en prend une autre qui est particulièrement intéressante, puisqu'elle est originale, ou du moins dans les années 90, c'est la première manifestation, c'est la création d'une commission Vérité et Réconciliation, à l'initiative de l'évêque Desmond Tutu, mais appuyée par le gouvernement. Alors, c'est un épisode qui est important, puisqu'en réalité, c'est la volonté de faire passer la justice pour permettre une réconciliation générale. Et cette justice doit passer par l'aveu, l'amnistie, la compensation et le pardon. Ce qui, d'ailleurs, se traduit par une justice restaurative qui se fait en direct, qui dure quasiment 3 ans, et durant laquelle les principaux protagonistes, coupables, victimes et témoins, vont témoigner et vont apporter leur contribution à la vérité.
Alors, cette contribution, bien sûr, justifie une amnistie ou des compensations ou une indulgence de la part du jury. Mais en fait, on est dans un processus qui est certes différent du procès de Nuremberg, qui est un procès pour l'exemple qui touche essentiellement les principaux responsables. Là, non, on est dans une véritable opération qui touche toute la société, des principaux coupables aux plus petites des victimes. Donc il y a là un dévalage qui participe, on pourrait dire, à cette reconstruction et à ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel, c'est-à-dire cette idée de pouvoir faire vivre ensemble les populations, les races et les populations coloniales et les populations colonisées. Alors, il convient même de s'interroger sur les raisons de ce retournement qui apparaît exceptionnel, hein, puisqu'on a, d'une façon assez classique, et l'Afrique du Sud n'échappe pas à des tendances observées ailleurs en Afrique, on a une montée aux extrêmes durant la période, on pourrait dire, coloniale, ou la fin de la période coloniale, c'est-à-dire des montées aux extrêmes qu'on avait déjà observées, par exemple, en Angola ou au belge, avec ce qu'on pourrait qualifier l'ultracolonialisme, c'est-à-dire des sociétés coloniales qui sont en congé d'histoire et qui choisissent l'affrontement pour conserver leur pouvoir. Et d'autre part, on a cette sortie de la décolonisation qui apparaît gérée et qui n'aboutit pas aux catastrophes humanitaires, c'est-à-dire le départ précipité des populations blanches, des populations des colonies de peuplement. Alors, comprendre ce retournement, bien sûr, est une tâche qui est complexe, donc qui met en évidence les tendances longues, les tendances courtes, le poids des acteurs. Mais dans le cas de l'Afrique du Sud, cette explication, plutôt cette reconstitution et cette analyse, s'appuie également sur des sources qui sont assez originales et qui viennent, en fin de compte, de la commission Vérité et Réconciliation. C'est-à-dire que la commission Vérité et Réconciliation a, en autorisant et en sollicitant l'aveu des coupables, a d'abord libéré la parole, mais ensuite a apporté énormément d'informations aux historiens quand ils vont reconstituer l'événement ou tenter d'expliquer l'événement. Par exemple, en ce qui concerne ce phénomène assez particulier, on peut citer les différents ouvrages qui sont en réalité des témoignages de la part des coupables, et donc entre autres celui de l'ouvrage de Eugène de Cock, qui était un des chefs de l'escadron de la mort qui avait été utilisé durant les années 80-90 pour liquider les opposants politiques et les dirigeants de l'ANC. Et donc, on a, dans la reconstitution, on pourrait dire, dans le travail classique de l'historien, une source qui apparaît importante, qui est en réalité tous ces témoignages recueillis, plusieurs livres, plusieurs centaines de livres, témoignages recueillis par la commission Vérité et Réconciliation. Alors, comment explique-t-on ce retournement? Alors, d'abord, on peut s'arrêter sur la situation de l'apartheid au lendemain de 1948, c'est-à-dire quand l'apartheid devient un régime constitutionnel. On parle de grand apartheid par opposition au petit apartheid. Le petit apartheid, c'est quand il y avait, durant la colonisation britannique, cette gestion un petit peu prophylactique de la société qui divisait les races. Donc, en 1948, on est dans une logique qui est une logique de construction d'un régime de ségrégation. Alors, c'est une stratégie que l'on va qualifier de totale, puisqu'en fin de compte, c'est l'idée que la société coloniale, c'est-à-dire les Blancs en Afrique du Sud, un petit peu en congé d'histoire, vont pouvoir lutter contre ce qu'on appelle dans les années 50 le vent de l'histoire, c'est-à-dire le changement qui touche les continents et l'Afrique en particulier. Et cette stratégie totale passe par des logiques de ségrégation, de contrôle et de sécurité. Donc on est dans une dynamique que l'on pourrait qualifier de totalisante, si ce n'est de totalitaire. Mais en fait, on est là dans la mise en place d'un système colonial
qui s'apparente, qui dépasse même l'ultracolonialisme que l'on a pu observer en Angola ou au Mozambique ou au Congo belge. Alors, les témoignages de cette montée aux extrêmes, de ce grand apartheid, bon, bien sûr, c'est la ségrégation dans l'espace public, les interdits, mais surtout une ségrégation spatiale qui est importante et que l'on peut, au travers de cette photo aérienne, percevoir dans la partition des villes entre les townships, les bidonvilles et la ville coloniale ou la ville blanche, séparées par, dans ce cas précis, une autoroute qui permet, on pourrait dire, de délimiter les territoires. Cette société, ce grand apartheid, passe également par l'alimentation d'une guerre qui, en fait, permet à Pretoria de se présenter comme le défenseur de l'Occident. On est dans les années 70, au début des années 80, donc on est en pleine guerre froide, et dans l'objectif qui est en réalité d'établir un cordon sanitaire autour de l'Afrique du Sud, dans l'objectif militaire de l'armée d'Afrique du Sud, il y a cette idée de protéger l'Afrique du Sud tout en luttant contre les menées révolutionnaires des guérillas nationalistes en Angola ou au Mozambique. Si ce n'est que cette opération est aussi une opération qui vise à éliminer l'opposition militaire interne, c'est-à-dire l'ANC, en fait, l'armée de l'ANC ou la composante militaire de la lutte armée de l'ANC, qui avait des bases dans les pays de la ligne de front, c'est-à-dire dans les pays voisins africains, la Tanzanie, la Zambie, Malawi, en fait, la plupart des pays qui étaient dans le nord, au nord de l'Afrique australe. Et donc, vous avez sur cette carte les différentes actions. Donc là, on est devant, non pas une guerre civile de basse intensité, mais plutôt dans une guérilla, une anti-guérilla de haute intensité, avec la multiplication d'opérations de la part de l'armée sud-africaine et de la part de la branche armée de l'ANC. Cette confrontation militaire va, à partir de 1985, perdre de l'importance, tout simplement parce que la guerre froide, on est dans une phase, on pourrait dire, de recul de la guerre froide, de montée des indépendances en Afrique, chez les pays voisins qui sont l'Angola et le Mozambique, et donc cette intervention sud-africaine ne joue plus, ou ne peut plus se prévaloir d'être d'un parapluie qui serait le parapluie de l'OTAN ou le parapluie de l'Occident. Et donc vous avez, à partir des années 80, ce qu'on appelle le grand apartheid va prendre une autre dimension, hein, comme s'il y avait effectivement un train de réforme qui va être porté par le président Peter Botha, qui apparaît comme le sauveur de la population blanche en Afrique du Sud, mais qui tente de jouer, de casser l'isolement diplomatique de la République sud-africaine, mais qui va très rapidement apparaître aux yeux de l'opinion publique internationale comme on pourrait dire un diable qui va, on pourrait dire, cristalliser toutes les critiques. Quel est le projet de Peter Botha? Le projet, c'est de poursuivre le grand apartheid, mais de lui donner une dimension presque constitutionnelle, en fin de compte, en jouant toujours sur la carte coloniale qui est de diviser pour régner. Donc, Botha, en 1985, prend l'initiative de reconnaître des parlements. Donc, il propose, et effectivement, il y a une constitution qui est votée, qui est promulguée. Il crée 3 parlements, un parlement blanc, un parlement métis, un parlement indien. Il n'y a pas de parlement noir. Il crée aussi, et là, il apparaît presque comme un libéral, c'est-à-dire il reconnaît les organisations syndicales et la possibilité de s'organiser sur une base syndicale. Et en fin de compte, il crée surtout, ça c'est la pierre angulaire de sa politique, il crée des bantoustans, c'est-à-dire qu'il crée, au-delà
de cette constitution avec 3 parlements raciaux, blancs, métis, indiens, il crée pour la population noire des unités territoriales qui coïncident avec leur ancienne histoire précoloniale, mais qui sont en réalité des zones périphériques dans lesquelles les populations noires, en dehors bien sûr des populations urbaines qui travaillent pour l'économie sud-africaine, vont résider. Donc l'idée de la ségrégation prend une dimension encore plus poussée, puisqu'on n'est plus dans la ségrégation dans l'espace urbain ou dans l'espace économique, on est dans la ségrégation dans l'espace national. Avec ce calcul qui va en partie jouer, c'est qu'il va pouvoir alimenter les divisions au sein des Noirs, c'est-à-dire que très rapidement, l'installation de ces bantoustans, c'est-à-dire de ces territoires noirs au sein de l'Afrique du Sud blanche, ou blanche, métisse et asiatique, est la possibilité de réveiller des conflits entre les ethnies sud-africaines, c'est-à-dire entre une ethnie très importante, les Zoulous, qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Afrique du Sud, l'histoire précoloniale de l'Afrique du Sud, et les autres ethnies. Donc, on est dans une stratégie qui est une stratégie presque de survie du grand apartheid, mais en jouant sur les rivalités, non plus politiques, ce n'est pas le cas, mais en jouant sur les rivalités raciales, c'est-à-dire en tentant de s'appuyer sur les populations métisses et sur les populations asiatiques, et en jouant sur les rivalités internes des populations noires. Alors, cette stratégie qui est souvent qualifiée de stratégie totale, puisque l'idée c'est de consolider l'apartheid par des nouvelles constitutions et des nouvelles stratégies, de nouveaux comportements politiques, cette stratégie va échouer. C'est-à-dire qu'en réalité, le vent du changement va s'imposer. Alors, quelles sont les raisons de cet échec de la stratégie qui vont expliquer tout compte fait la négociation, qui vont pousser les Blancs sud-africains à négocier? Première raison, qui est souvent la raison principalement évoquée, la raison géopolitique. C'est-à-dire que l'apartheid devient, dans les années 70, un élément, on pourrait dire, de mobilisation de la communauté internationale. Donc, on a la fameuse résolution de l'ONU en 1975 sur le crime d'apartheid, qui ne vise pas que l'Afrique du Sud, mais qui vise, en fait, tout le monde est conscient que ça vise l'Afrique du Sud. On a la grande campagne d'embargo économique et puis d'embargo sportif. On a la campagne également des grandes mobilisations de l'opinion publique internationale. Donc, on voit déjà là un acteur apparaître d'une façon assez originale qui va peser sur le cours des événements. Alors, c'est autant des grands événements musicaux dans les capitales occidentales que l'essor de ce qu'on appelle la world music, qui est en fait une musique qui prend en considération la production musicale sud-africaine, qui elle aussi est anticolonialiste. Et enfin, c'est un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Afrique du Sud est isolée à la suite de l'indépendance de l'Angola, du Mozambique, et ensuite de la Namibie. C'est-à-dire qu'en réalité, l'argument qui était l'argument, on pourrait dire, souvent avancé par les partisans de l'apartheid, c'est nous sommes le dernier rempart de l'Occident contre le communisme, cet argument va petit à petit disparaître. Une autre raison de l'échec de la stratégie totale de Botha, on pourrait dire des colonialistes blancs en Afrique du Sud, c'est le retournement, on pourrait dire, des métis et des asiatiques qui, dans le cas des réformes de Peter Botha, étaient l'objet, on pourrait dire, de sollicitations particulières. Il y a là une histoire qui est très longue, c'est-à-dire on a en Afrique du Sud des populations métisses importantes qui sont visées par l'apartheid, puisqu'elles sont colorées, et qui, dès la fin du 19e siècle, se construisent, ou disons, échafaudent des organisations de défense syndicales, corporatistes, territoriales. Donc vous avez là une photo du Natal Indian Congress, en réalité de
l'association qui se réclame du Congrès national indien, mais qui est présent en Afrique du Sud. Et vous avez d'ailleurs les premières manifestations au début du XXe siècle, manifestations classiques. Souvent, quand on étudie l'Afrique du Sud, c'est-à-dire des manifestations de rue, sont des manifestations d'Indiens auxquelles participe Gandhi, auxquelles Gandhi a été sollicité en tant qu'avocat pour défendre ces organisations. On a le même phénomène dans la population métisse, et on a même, y compris dans la population blanche, on a une minorité, une infime minorité, mais une minorité active qui est favorable à une évolution de libération nationale et de décolonisation. Donc on est dans une tendance forte, d'ailleurs, qui s'appuie sur des réalités démographiques, c'est-à-dire que la population blanche est une minorité, mais de plus en plus une minorité, y compris vis-à-vis de ce qui leur apparaît, moins à partir de 1985, des alliés potentiels, c'est-à-dire les Métis ou les Indiens. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment se répartissent ces populations. Alors, vous avez donc une première carte qui indique la répartition raciale avec les différents homelands. Alors, on voit très bien qu'une partie de l'Afrique du Sud, la partie atlantique, est dominée démographiquement par les métis, le reste est dominé par la population noire, avec une présence assez importante sur la côte de l'océan Indien de la population indienne. Avec un élément qui est important, c'est en réalité cette répartition qui de toute façon dévoile à chaque fois une majorité noire, mais on pourrait dire que c'est la présence la plus forte de minorité. Cette répartition va jouer d'une façon essentielle lorsque on décidera, Frédéric de Clercq décidera en 1992 de faire valider son projet de négociation avec l'ANC. Et donc vous avez en 1992 une élection auquel ne participent que les Blancs et les Métis. Et donc, ceux qui ont des parlements d'après la constitution de l'Afrique du Sud depuis Peta Botha. Et donc, on a là une carte électorale qui indique la réponse, donc c'est un référendum, la réponse positive, yes, au projet de négociation avec l'ANC. Et donc, on voit très bien comment cette population blanche et métisse se répartit. Donc, une grande partie, plus de 60 à 80%, c'est la couleur verte forcée, 60% c'est la couleur verte, et le seul espace qui refuse ces négociations, c'est le Transvaal, c'est-à-dire en fait le nord de l'Afrique du Sud, qui correspond à l'ancienne zone, on pourrait dire Boer, africanaire, qui lui récuse ce projet politique. Donc on a là un élément important qui est que l'on va très rapidement voir dans une alliance entre les partis indiens, l'ANC et les partis ou disons les associations qui représentent les métis, un front qui effectivement explique la difficulté du pouvoir colonial, du pouvoir blanc, à diviser le camp opposé. Autre élément d'explication de ce retournement politique, la montée en puissance du mouvement décolonisateur, c'est-à-dire autant du principal parti, l'ANC, que des différentes associations. Et donc là, c'est un élément qui est important parce qu'en fin de compte, c'est un élément qui est original. Dans les luttes de libération contre le pouvoir colonial, tel qu'on l'a observé, il y avait à chaque fois, et ça se vérifiait surtout durant les années de l'indépendance, il y avait une sorte de séduction du nouveau pouvoir africain vis-à-vis de l'ancien pouvoir colonial. Il y avait là une sorte de pesanteur psychologique qui pesait sur les nouveaux partis africains. Ce n'est plus le cas en Afrique du Sud. Quand on reconstitue l'histoire de l'ANC et des différents partis africains en Afrique du Sud, on voit qu'il y a, dès le départ,
du moins chez les leaders, mais c'est très bien développé dans des programmes politiques, il y a cette volonté d'émanciper la population africaine de l'image de la domination blanche. Alors, qui peut prendre une configuration raciste ou raciale, mais qui, dans le contexte sud-africain, est un projet essentiellement d'émancipation. Alors, ceci passe par des stratégies de désobéissance. On refuse d'appliquer ce que le maître commande, qui renvoie à les stratégies, par exemple, que Gandhi a développées en Inde. Donc là, on est dans une histoire très longue qui me dépasse le cas du continent africain. Et cette volonté d'affirmation explique que malgré les différents revers, et l'ANC et les différents partis africains ont subi des revers importants en termes militaires, en termes policiers, en termes judiciaires. Mais malgré ce revers, il y a cette volonté, et cette volonté s'est cristallisée sur un symbole qui, là aussi, a été souvent mal interprété dans le cas des lectures occidentales, c'est l'histoire du point levé. Alors, le point levé, c'est quelque chose qui rappelle, on pourrait dire, un épisode qui est l'épisode à la suite de la condamnation, le fameux procès contre Mandela, qui l'amène en prison pour la vie. Bon, il sort du tribunal et il montre le point. Alors, ce n'est pas le point révolutionnaire soviétique ou léniniste, marxiste-léniniste, tel qu'on l'a vu en Occident. C'est en réalité l'affirmation de la solidarité africaine contre le pouvoir colonial. Et ce point va être brandi en permanence. Et ce point va être brandi y compris dans la période de lutte et de négociation, y compris aujourd'hui, qui est la période de construction de la nation arc-en-ciel, comme l'idée d'unité. Donc, on a un point qui est à la fois un point contestataire, un point consensuel. Ça, c'est un élément qui est assez intéressant et qui fait que, alors, c'est lié aussi à l'importance du personnage. Mandela jouait autant dans le sens d'une mobilisation populaire radicale que dans le sens d'un appel, d'une réconciliation apaisée. Autre élément très important qui explique ce retournement, l'évolution de l'Église. Alors, l'évolution de l'Église qui souvent est accusée d'avoir justifié l'apartheid, c'est essentiellement d'ailleurs les églises calvinistes africanaires qui sont dans le Transvaal, qui au nom du peuple élu reconnaissaient, on pourrait dire, proposaient une sorte d'idéologie de l'apartheid. Le fait important, c'est surtout que la plupart des églises, en dehors des églises calvinistes africanaires, vont supporter l'évolution et sont des éléments qui sont des éléments de négociation d'une sortie de crise. C'est-à-dire que là, bien sûr, on voit toute l'importance de l'évêque anglican Desmond Tutu, mais c'est aussi le rôle des catholiques, le rôle des pentecôtistes. En fait, toutes les églises, y compris l'islam, participent à cette sortie de crise en jouant un rôle qui est essentiel puisque ce sont les intermédiaires. Ils ont joué le rôle d'intermédiaire entre le pouvoir colonial, le pouvoir de Pretoria et les différents partis, essentiellement l'ANC, mais aussi les différents partis de l'opposition nationaliste. Enfin, un dernier élément qui explique ce retournement, c'est l'arrière-plan économique. C'est-à-dire là, on a trois courbes très rapidement. Vous avez une première courbe qui concerne l'évolution de la balance des paiements, c'est-à-dire les entrées et les sorties d'argent, et on voit très bien que la balance des paiements en Afrique du Sud est déficitaire à chaque fois qu'il y a des moments de crise, c'est-à-dire on voit très bien l'impact de Sharpeville, le massacre de Sharpeville, on voit très bien l'impact du massacre de Soweto, et on voit très bien à partir de 1984 la montée des tensions avec les sanctions internationales. Alors, ce phénomène est aussi lié au recul de la production de l'or en Afrique du Sud. Donc là aussi, à partir des années 80, pas pour des raisons d'ailleurs politiques, pour des raisons
économiste, on pourrait dire associé à l'exploitation. Il y a un recul de l'or, donc un recul de la puissance économique de l'Afrique du Sud, et enfin, une chute des investissements internationaux qui sont la conséquence de l'embargo. Donc, on voit très bien que ce retournement politique qui aboutit à une négociation assez particulière, puisqu'on est dans une négociation entre les ailes les plus dures du pouvoir colonial et de l'anticolonialisme. Cette négociation a certes pu réussir parce qu'il y avait des acteurs politiques et des véritables leaders, donc il y a eu un leadership qui a joué un rôle important, innovant en matière politique, mais que cette négociation a été supportée par une évolution que l'apartheid, que le régime d'apartheid avait gommé, avait caché, mais qui était important, qui était la montée des populations métisses et indiennes en Afrique, qui était la montée de la contestation sociale et qui était aussi la puissance des églises dans le cadre d'une négociation apaisée. Bien sûr, cette décolonisation n'est qu'une étape, elle n'est pas achevée, hein, tout le monde en est conscient, elle est peut-être même un mythe, selon certains, mais du moins, elle permet à l'Afrique du Sud de sortir d'un régime colonial qui est le plus extrême, sans véritable catastrophe humanitaire. C'est-à-dire qu'en réalité, la colonie de peuplement qui est l'Afrique du Sud, même si les Blancs sont une minorité, ils existent, cette colonie n'a pas été obligée de quitter précipitamment la colonie sud-africaine, comme dans le cas des Français, comme dans le cas des Anglais, comme dans le cas des Belges, comme dans le cas des Portugais. Donc là, on a une situation qui, effectivement, clôture l'histoire des décolonisations en mettant en évidence un scénario qui est particulièrement singulier, d'où cette idée que peut-être l'Afrique du Sud est une exception.